Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Lucie Pachery. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes donc juriste responsable plaidoyer France de la Fondation Jérôme Lejeune. Et donc on l'a dit, Indy Grégory est décédée dans la nuit de dimanche 12 au lundi 13 novembre. C'était une petite Anglaise âgée alors de 8 mois. Alors elle souffrait depuis sa naissance d'une grave maladie définie comme incurable par les médecins anglais. La loi a alors tranché en faveur de l'arrêt des soins, entraînant la mort. Les parents s'y sont fermement opposés jusqu'au bout. Alors Giorgia Meloni, donc la présidente de l'Italie, a été émue par le cas de la petite fille, lui a accordé alors la nationalité italienne le 6 novembre. Et l'objectif donc était de pouvoir être transféré à l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège. Le pape s'est également uni par la prière à cette famille. Les médias de nombreux pays ont relaté l'affaire. Et de son côté, la Haute Cour de Londres a refusé que la petite fille soit transportée à l'hôpital pédiatrique du Saint-Siège pour des motivations juridiques. En effet, la Cour d'appel britannique a jugé, je cite, trop dangereux de poursuivre les soins hors de l'hôpital compte tenu des complications. Alors vendredi 11 novembre, la petite fille a été transférée du Queen Medical Center de Nottingham à l'hospice où le personnel médical avait donc éteint les machines qui la maintenaient en vie. Et puis après donc l'extubation, elle a surmonté une crise par ses propres moyens et a recommencé à respirer. Puis elle est décédée donc à l'âge de 8 mois dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre. Alors comment se fait-il à ce moment-là que la résolution des parents, c'est-à-dire de laisser en vie cette petite fille de 8 mois, n'ait pas été retenue par la justice anglaise? Oui, c'est un cas, à nouveau, une affaire extrêmement douloureuse, en réalité extrêmement violente, puisque c'est dans ce cas, à nouveau, il y en a déjà eu d'autres précédemment en Angleterre, eh bien, la justice pose une décision sans appel contre la vie des parents, enfin à propos d'une petite fille et contre la vie de ses parents. Et donc les parents sont amenés à une sorte de lâcher-prise forcée sur leur enfant, alors même que une autre structure, un autre hôpital proposait des soins alternatifs et proposait un accompagnement de cette petite fille qui apparemment parlait aux parents et convenait aux parents. Donc il y a évidemment la question d'une sorte d'ingérence de la justice, d'une sorte de judiciarisation de la mort qui pose problème parce qu'en plus ce sont des cas qui se répètent. Alors il faut évidemment être extrêmement prudent et il faut le préciser. Cette petite Indy, eh bien on sait qu'elle était atteinte d'une maladie incurable, une maladie mitochondriale qui engageait son pronostic vital. On savait donc qu'elle avait besoin de soins, de traitements et de soins, mais on ne connaît pas le dossier médical. Donc on ne peut pas tirer des conclusions hâtives, on ne peut pas porter un jugement sur l'équipe médicale, ni sur les parents. Aujourd'hui, ce qui a été relayé dans les médias, c'est ce que l'on sait, c'est-à-dire assez peu de choses. Et donc, il faut, dans ces matières-là, qui sont des matières lourdes, délicates, il faut avoir beaucoup de prudence. Donc, il n'est pas question de se prononcer médicalement sur le cas de cette petite Indy, puisque nous ne le savons pas. En revanche, là où on peut s'étonner et on voit qu'il y a un biais, comme il y a eu dans le cas de Charlie Gard en Angleterre aussi en 2017-18, eh bien, on peut s'étonner que d'autres structures hospitalières, d'autres équipes médicales aient proposé des soins et donc proposait quelque chose qui accompagnait l'enfant, a proposé des traitements et des soins qui permettaient d'accompagner l'enfant autrement. Et donc, on peut penser, évidemment, que, et comme l'a fait l'hôpital Bambino Jésus, ils n'ont pas proposé un cadre d'acharnement thérapeutique. Ils n'ont pas proposé de l'acharnement thérapeutique à cette petite fille et à ses parents. Ils ont proposé quelque chose d'alternatif. Et donc, là le biais, c'est que dans la mesure où des équipes médicales ou un hôpital proposent un accompagnement alternatif plutôt qu'un arrêt de vie, quelle raison y a-t-il à se précipiter dans l'arrêt de vie plutôt que de saisir ce traitement médical alternatif? Et justement, quelles raisons? C'est-à-dire, c'est des raisons idéologiques ou alors c'est des raisons budgétaires ou c'est des raisons on veut tout contrôler? Oui. Pourquoi alors la justice a décidé à trancher plutôt que cette petite fille, donc on rappelle Indy Grégory, décède? Alors, encore une fois, je pense que comme on ne connaît pas le dossier médical, il est difficile de tirer une conclusion.
En revanche, ce qui est certain, c'est que ce sont des raisons juridiques, judiciaires, qui ont amené cette décision. C'est-à-dire que la loi anglaise permet des arrêts de vie dans certaines conditions. Comme nous, on a une loi Claes-Leonetti qui protocolise certaines fins de vie, eh bien, ils ont aussi des textes qui permettent de conditionner la fin de vie, y compris de petits enfants. Donc, c'est simplement des raisons juridiques et judiciaires, mais qui sont des décisions, et comme nous on l'a vu avec Vincent Lambert, qui sont des décisions extrêmement froides, implacables, qui s'appliquent dans une situation douloureuse et humaine, qui ne devrait être pensée que sur la base de la confiance et du soin et du bon accompagnement. Et du bon accompagnement que les médecins sûrement... que les médecins veulent donner. Enfin, il faut évidemment pas laisser penser que les médecins, de manière générale, ne souhaitent pas bien accompagner leurs patients, évidemment. Mais en réalité, ce que signifie cette affaire, et c'est là où il faut bien repréciser les choses, c'est que la conséquence de ces affaires médiatisées et du cas de cette petite Indy, c'est que ça crée la confusion. Ces affaires, elles créent la confusion chez les gens. Elles créent la confusion d'abord entre les notions de traitement et de soins. On ne sait plus très bien de quoi on parle. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été suspendu pour Indy, dans quelle mesure est-ce que, de fait, est-ce que l'assistance respiratoire lui provoquait... des souffrances, des douleurs. Il y a beaucoup de choses, de conditions. Est-ce qu'elle était hydratée, alimentée? Est-ce qu'elle a bénéficié d'une hydratation de confort, cette petite fille, pendant ces derniers jours? Ça, on ne le sait pas, en fait. Oui, Donc, parce que c'est le côté incurable qu'on ne sait pas. Et c'est aussi ça le problème. Donc, pour élargir aussi aux questions, parfois, donc même les femmes enceintes, on dit donc cette personne, votre enfant, votre bébé a une maladie incurable. Voulez-vous l'avorter? Elle refuse et finalement le bébé se porte bien et vit. Donc c'est toujours ça aussi de se dire s'il y a une autre alternative, tout faire pour justement que ça soit peut-être curable. Ouais. Et ça crée aussi une autre confusion et une autre réaction dans la société, c'est que ça laisse penser que la lutte contre l'acharnement thérapeutique peut nous faire basculer d'un coup à l'euthanasie ou au suicide assisté. Et donc, dès lors que consensuellement on considère que l'acharnement thérapeutique est mauvais, ce qui est vrai, il n'est pas bon de s'acharner, d'être disproportionné dans les traitements que l'on pose, mais voire même dans les soins. Si le corps ne réagit pas bien aux soins, aux traitements ou aux soins que l'on pose, eh bien, il n'est pas bon de le faire pour le patient. Mais on est dans une telle phobie de l'acharnement thérapeutique que d'une certaine façon, on bascule d'un coup dans les arrêts de vie, voire bientôt en France, dans le cadre du débat sur la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté, vers le suicide assisté et l'euthanasie. Donc, pour ne pas souffrir, et parce qu'on craint que l'équipe médicale s'acharne, eh bien, on préfère demander la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a une sorte de basculement d'un extrême à un autre qui ne convient pas, et alors même qu'il y a au milieu, d'une certaine façon, eh bien, le soin palliatif, les soins palliatifs, l'accompagnement, le temps qui est à prendre pour accompagner l'enfant, cette petite Indy. Pourquoi l'Angleterre s'est précipitée dans cet arrêt de vie, dans cet accompagnement de fin de vie assez brusque contre la vie de ses parents. Il n'y en a pas. Peut-être que les parents avaient besoin de temps pour accepter le lâcher-prise. Peut-être que la petite Indy aurait pu avoir un petit peu plus de temps aussi pour que cela se passe en harmonie avec les parents et que les parents se rendent compte qu'il n'y avait rien à faire. Et parce que aussi il y a cette dimension que ce soit un enfant de 8 mois, qui soit petit. Et alors peut-être que justement, en tout cas d'un point de vue de la justice, sa vie, vous pensez, peut-être a moins de valeur, peut-être que quelqu'un qui justement aurait 40 ans. Et aussi il y a tout ce problème de l'incapacité de communiquer sa volonté. C'est-à-dire qu'un petit enfant ne peut pas dire s'il souhaite donc mourir ou non. Et c'est pareil, c'était le même cas pour une personne handicapée, par exemple, ne peut pas exprimer sa volonté de mourir, enfin ou non, c'est-à-dire d'arrêter les soins palliatifs ou non.
Oui, je pense en réalité aujourd'hui que ceux qui ont moins de valeur, entre guillemets, ce n'est pas tant l'enfant ou l'adulte, l'enfant versus l'adulte, mais plutôt les personnes qui sont en situation de grande dépendance. Voilà, les personnes en situation de grande dépendance, eh bien, sont victimes d'une sorte de discrimination aujourd'hui. Je parle de la France, mais dans la mentalité actuelle, même internationale, et dans les services de néonatologie ou de réanimation néonatale, c'est le risque qu'il y a, c'est que avec cette mentalité qui évolue et qui pose un regard négatif sur la personne dépendante, dont on considère pour certains, et je pense encore à Vincent Lambert, qu'il était maintenu artificiellement en vie, et donc qu'il était nécessaire d'enlever son hydratation et son alimentation, alors même qu'il les supportait bien, il faut le rappeler, mais il était grand dépendant, et donc sa vie aux yeux du monde n'avait pas de valeur, ne servait à rien, n'était pas utile. Voilà. Eh bien, donc ces personnes grandes dépendantes, d'une certaine façon, qu'ils soient enfants ou adultes, sont discriminées dans ce qu'elles sont. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation Jérôme Lejeune se mobilise et s'est toujours mobilisée en faveur de ces personnes qui vivent une sorte de dépendance, un handicap, une maladie incurable, parce que ce sont les personnes les plus faibles. Et l'enjeu, là, de ces décisions comme ça, de ces cas médiatisés, tels que l'affaire de la petite Indy, c'est que, eh bien, le jugement de la qualité de la vie entre soit un jugement subjectif de la qualité de la vie de l'enfant ou de l'adulte, soit le critère décisif pour acter d'un arrêt de vie. Alors justement, est-ce que c'est pas une forme d'euthanasie déguisée aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on essaye donc c'est la porte ouverte à une euthanasie, c'est-à-dire on vous dit, et ben voilà, vous voyez bien que les soins palliatifs ça se passe comme ça, et donc en fait pour redonner un cadre, et ben on a plus qu'à faire ça finalement. C'est-à-dire qu'on est propulsé d'une certaine façon, on est encouragé, on est presque plus encouragé aujourd'hui, sous couvert de lutte de l'acharnement thérapeutique, à poser des actes d'arrêt de vie. Et ça, c'est certain. Et donc, on est dirigé vers une société qui organise peu à peu et qui s'habitue à l'idée de l'euthanasie ou du suicide assisté. On le voit en France. D'une certaine façon, on a bien vu que les lois sur la fin de vie, et particulièrement celle de 2016, est une marche vers une marche qui nous habitue à l'idée d'avoir un protocole de bien mourir acté, encadré par la loi. Voilà, un protocole de bien mourir encadré par la loi qui nous amène peu à peu aujourd'hui à se dire si on a le droit de décider de mourir via la sédation profonde et continue jusqu'au décès, eh bien aujourd'hui en France, eh bien les promoteurs de l'euthanasie le disent. Eh bien en réalité, pourquoi attendre les quelques jours endormis, pourquoi attendre quelques jours endormis avant de mourir, autant, puisque si on a décidé de mourir, autant qu'il y ait une injection létale. Voilà, donc on voit bien que peu à peu, on est habitué à l'idée qu'une mort rapide serait peut-être une mort plus douce, plus efficace. Mais la mort demande du temps, la mort demande d'être accompagnée, la mort demande un lâcher-prise. Un médecin de soins palliatifs le disait, ça s'apprend de mourir, entre guillemets. J'ai trouvé ça assez beau. Ça nécessite du temps. Mourir, c'est un processus qui conduit à la mort. J'avais trouvé son témoignage très beau et c'est vrai, voilà, c'est un dépouillement peu à peu. Et ça prend du temps. Voilà. Et si ça se passe dans une crispation avec le corps médical, eh bien, il n'est pas bon, y compris pour le mourant, y compris pour le patient, de vivre ça dans un contexte de lutte, voire dans un contexte juridique où le juge place la famille contre le patient, la famille et le patient dos à dos. À ce moment-là, c'est qu'il y a un mauvais accompagnement en soi. Il y a une mauvaise prise en compte de l'intérêt supérieur du patient. Évidemment, je pense à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est la petite Indy là aujourd'hui, mais on pourrait aussi parler d'intérêt supérieur du patient. Il est nécessaire à ce moment-là de changer d'équipe médicale, mais d'ailleurs toutes les équipes de néonatologie le disent. Quand on les a interrogés sur la question de la petite Indy, ils nous ont tous dit, mais quand il y a un bras de fer avec les parents, quand on voit que les parents ne sont pas d'accord avec les gestes qu'on pose sur leur enfant et que la confiance s'altère,
on change de service. On leur propose d'aller dans un autre hôpital. Il faut changer l'équipe médicale. On ne fait pas les choses contre l'avis des parents. Il y a quelque chose d'inhumain, quoi. Oui, bien sûr, mais justement, je voulais vous revenir sur cette affaire Lambert, Vincent Lambert. Vous savez, c'est donc vous étiez positionné, Jérôme Lejeune, là-dessus. Et là, très clairement, est-ce qu'il y a une jurisprudence, malheureusement, en France, par rapport à ce cas de Vincent Lambert? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire pour nos auditeurs? Vincent Lambert, je le rappelle, était un adulte qui était en état relationnel, donc en état de grande dépendance. Il était grand handicapé. Son pronostic vital n'était pas engagé. Il n'était pas en fin de vie. Mais sa femme a accepté avec l'équipe médicale de considérer qu'il était en obstination déraisonnable, c'est-à-dire ils ont considéré qu'il était maintenu artificiellement en vie seulement parce qu'il bénéficiait d'une alimentation et d'une hydratation artificielle qui, je le répète, il supportait bien. Et donc, il y a eu un protocole de sédation profonde et continue associé à un arrêt des traitements. Là, à nouveau, confusion traitement-soin. Quand on pense arrêt des traitements pour Vincent Lambert, c'était un arrêt de l'hydratation et de l'alimentation artificielle qui, en réalité, traditionnellement, sont des soins dus à toute personne, des soins qui permettent de répondre aux besoins vitaux de la personne. Et à partir du moment où ils sont bien dosés, bien proportionnés, il n'y a aucune raison de les enlever. Et donc, il y a eu une grande bataille judiciaire. La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée, le Conseil d'État s'est prononcé, et ils se sont prononcés en faveur de l'arrêt des traitements au sens arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert. Il faut bien comprendre aussi que Vincent Lambert, lors de sa première procédure d'arrêt des traitements, a vécu pendant plus de 30 jours sans être hydraté et alimenté. Donc il y avait une force de vie chez Vincent Lambert assez étonnante. C'est extrêmement rare de vivre 30 jours sans être hydraté. Et puis au tout dernier protocole d'arrêt de traitement, d'arrêt d'alimentation et d'hydratation, donc j'ai plutôt envie de dire arrêt de soins, vous l'aurez compris, il est resté pendant 9 jours dans un état de grande souffrance. Donc Vincent Lambert est décédé du fait de la loi, du fait d'une procédure juridique et judiciaire qui s'est appuyée sur la loi, et en l'occurrence une loi qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui comporte clairement un biais, et donc et d'ailleurs que la Fondation avait contesté. Donc oui, entre l'affaire Indy et l'affaire Vincent Lambert, il y a un parallèle très clair d'une décision judiciaire qui est posée contre l'avis de parents, contre l'avis des membres de la famille et dans le cadre d'une alternative médicale proposée par des médecins spécialisés, puisque Vincent Lambert, lui aussi, des structures spécialisées de pensée relationnelle avaient proposé de l'accueillir et avaient bien expliqué qu'il n'était pas pris en charge comme il le fallait. Merci beaucoup Lucie Pachery. Je rappelle, vous êtes juriste, responsable plaidoyer France donc de la Fondation Jérôme Lejeune que nos auditeurs connaissent bien, et puis merci donc d'avoir témoigné aussi de cette petite Indy Grégory, on rappelle, qui est décédée seulement à l'âge de 8 mois. Merci. Je vous remercie. Je vous invite simplement à aller sur le site toutmespassa.org, toutcapas.org. C'est la mobilisation, c'est le site, la plateforme de mobilisation de la Fondation Jérôme Lejeune contre l'euthanasie et le suicide assisté. Il est urgent de se mobiliser puisque le débat sur la légalisation de l'euthanasie sur la légalisation du suicide assisté est imminent. On attend la présentation du projet de loi qui viendra dans les quelques mois. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site et à vous mobiliser. Merci. C'est noté toutmespassa.org. Merci beaucoup Lucie Pachery.